Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Djoliba TV News, bienvenue dans votre émission Femakan. Femakan qui retrace l'histoire dans son ensemble, Femakan qui revient sur des questions remarquables, des faits de société, des faits notables, saillants, singuliers, pourquoi pas de la société ancienne et contemporaine. Nous parlons de démolition des habitations de la zone dite aéroportuaire dans ce numéro de cette semaine. Et pour en parler, nous recevons M. Abdoul Salam Togola. Il est le secrétaire général de la plateforme des habitants de la zone dite aéroportuaire. Alors, M. Salam Abdoul Togola, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Tout le plaisir est à notre équipe présente ici de vous recevoir dans ce numéro de Femakan où nous parlons de démolition des habitations de la zone dite aéroportuaire. Voilà, vous êtes le secrétaire général de la plateforme des habitations de la zone dite aéroportuaire. Démolition de cette zone, qu'est-ce que cela vous dit? Merci beaucoup, mon cher. Démolition de cette zone, c'est marquant et c'est avec beaucoup de douleur que nous parlons de cet événement-là qui est survenu le 14 janvier dernier 2021. Un événement de démolition par le gouvernement de transition. Le 14 janvier 2021, les habitants de cette zone ont été surpris très tôt le matin, d'autres à 6 h du matin, par l'information d'un événement de démolition. Vous n'avez pas été avisé, les habitants, n'ont pas été avisés? Pas du tout, sans sommation, pas d'avertissement. Très tôt le matin, les gens ont été réveillés par les forces de l'ordre en leur disant d'évacuer et que leur maison sera démolie. Voilà comment l'événement s'est passé réellement. Et par coup de surprise, d'autant piqué crise. Et là, nous allons rendre hommage aux deux personnes ou quelques personnes qui ont rendu l'âme pour cette surprise-là, le jour des démolitions jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous nous inclinons devant ces deux personnes qui ont rendu l'âme face à cet événement douloureux, à ce fait marquant de la société où il y a démolition des habitations de la zone dite aéroportuaire. Alors, démolition, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte jusqu'à l'année 1995. Effectivement, il y a eu un premier événement en 1995 par le régime d'Alpha Omar Konaré. Il y a un événement qui a eu aussi la démolition. Et les victimes, malheureusement, les victimes de cette première démolition jusqu'à aujourd'hui, tous n'avaient pas été indemnisés, comme dit dans les canaux de communication par le gouvernement. Il y a eu 4000 et quelques maisons, 4000 et quelques familles démolies en 1995. Et il n'y a eu que 1000 et quelques qui ont été vraiment recasées, notamment dans la zone de Nemakoro et Sabali-Boukourani et tout ça. Et les 3000 et quelques autres familles sont restées sans recasement, sans être indemnisées ou mises dans leurs droits. Ces mêmes personnes-là ont été encore indemnisées par le régime Ibrahim Boubacar Keïta en 2014-15 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en 2021 encore, ils ont été une fois encore victimes de la deuxième démolition, celui du 14 janvier 2021. Selon vous, secrétaire général de cette plateforme où sont rassemblés des habitants de cette zone, qu'est-ce qui peut être la cause? Personnellement, après les informations que nous avons recueillies, nous avons vu que tout ce qui est donné comme argument, comme prétexte de ces démolitions ne tiennent pas. Notamment, il y a eu une première communication qui faisait état que ces habitants étaient dans une zone aéroportière, que la zone appartenait à l'aéroport. Et vu la sécurité de l'aéroport, personne ne devrait habiter ces lieux-là. Nous avons fouillé, nous avons vu que les normes sont respectées, les normes de l'aéroport du Mali sont respectées. Et il faut préciser que l'aéroport du Mali fait partie des aéroports les plus sécurisés de la sous-région. Et aucune habitation n'est sur la zone de l'aéroport au Mali. Cette zone a été appelée, c'est une appellation, c'est un slogan qui a été utilisé pour couvrir des milliers d'hectares par les autorités, notamment le nom de la zone aéroportière. Vous avez les preuves de ce que vous avancez, M. Togola? Nous avons les preuves parce que nous avons mené des enquêtes. Nous sommes partis, nous avons rencontré ASECNA, qui sait quand même que le domaine de l'aéroport est vraiment clôturé et sécurisé et personne n'habite ces lieux-là. Et après, nous avons vu la deuxième communication du gouvernement, notamment après la démolition du 14 janvier 2021, qui fait état que le Mali allait perdre sa licence si toutefois cette zone n'était pas évacuée. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a aucune licence qui lie l'aéroport du Mali à l'aéroport. L'aéroport, c'est un investissement international dont le Mali fait partie des conventionnaires. Il n'y a aucune licence qui lie le Mali à l'aéroport. Nous avons vu que c'est juste des termes qui étaient utilisés pour protéger ces actions. Est-ce que ce n'était pas pour protéger les populations elles-mêmes que cette démolition s'avère très nécessaire rapidement pour protéger les populations, parce que le gouvernement aussi est dans son rôle de protection des citoyens? La protéger contre quoi?
Protéger contre, par exemple, si un avion devait atterrir dans cette zone et que ça devait créer, par exemple, de soucis à des populations environnantes, il faut qu'on les protège. C'est pour ça qu'il faut les évacuer. Cet argument de protection ne compte pas parce que ces mêmes lieux sont en train d'être attribués à d'autres personnes encore jusqu'à actuellement. C'est vrai. C'est vrai. Je voulais vous dire que la zone qui devrait être sécurisée contre les crashs d'avions et tout ça, la norme est respectée. Vous allez vous rendre là-bas, vous allez voir qu'il y a un domaine qui est clôturé, qui est appelé le domaine de la zone aéroportière. Et personne n'habite ces lieux-là, où il y a les pistes d'atterrissage, l'espace qu'il faut laisser après les pistes d'atterrissage, tout est respecté. Si c'est une question de sécurité, nous avons vu que le même gouvernement a attribué des domaines à des gens là-bas. Les gens ont des titres fonciers, il y a des usines actuellement là-bas. Il y a des entreprises, des riches de ce pays. Peut-être qu'il peut y avoir des usines, des entreprises, mais pas des habitations. Mais ces usines sont habitées parce que ce sont des êtres humains qui travaillent là-bas, nuit et jour. C'est comme une habitation. S'il y a eu crash, ils peuvent être victimes de ces crashs-là. Donc c'est pour vous dire que l'argument de la sécurisation des populations ne tient pas. Parce que le domaine est en train d'être attribué à d'autres personnes aujourd'hui. Voilà, dans cette démolition, nous avons eu comme conséquence la disparition de 2 personnes. Comment avez-vous vécu cet événement, ces disparitions? C'est douloureux, mais notamment il y avait un vieux sur le lieu qui était victime aussi de 95, qui avait été indemnisé en 2014 tout près, qui a reconstruit sa maison, qui a fourni un effort pour reconstruire cette maison-là. Dans le même lieu? Dans le même lieu, et le 14 janvier, qui a vu la machine en train de démolir sa maison sans être averti, sans être prévenu et a piqué crise. Et quelques heures après, au lendemain, nous avons été informés de son décès. Deuxièmement, il y avait un jeune qui était là aussi, Samaki, qui avait piqué la même crise. Et quelques jours après, nous avons été informés de son décès lui aussi. Et je vous avoue que ce n'est pas seulement les victimes. Il y a eu des disparitions, des chefs de famille qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons pas là où ils sont partis. Dû à l'humiliation qu'ils ont subi par rapport à ça. Dû aux difficultés dans lesquelles eux et leurs familles ont été mis à travers ces démolitions-là. Alors, les gens sont contraints de quitter les lieux parce que leur habitation est démolie. Quel impact ce fait marquant devait avoir sur les populations? Il y a un désespoir qui s'est installé au sein de cette société qui vit là-bas. La population est censée poser son espoir sur le gouvernement ou les dirigeants au cas où ce genre de phénomène arrivait. Oui. Mais si ce sont ceux qui sont censés protéger cette population sont les causes de leur souffrance, vous comprenez ce que je veux dire, par exemple. Et dans ce sens-là, il y a des espoirs qui est là. Mais ce qui marque de plus encore, c'est qu'aucune norme n'a été respectée dans les procédures de démolition. Juridiquement, il y a des procédures qu'il faut suivre en cas de démolition. Si réellement on devrait démolir ces localités-là, il y avait des procédures. Ils devraient passer par la justice et la justice devrait donner une autorisation et les gens devraient être avertis 3 mois avant ou quelque temps avant. Rien de cela n'a été respecté. Il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a pas eu d'avertissement. Et la justice, selon elle, n'a même pas été informée de cette démolition-là. L'État ne peut pas s'élever sur... Quand vous parlez de la justice, vous parlez de qui? Nous parlons des instances de la justice. Aujourd'hui, il y a des procédures. L'État sait aujourd'hui que pour démolir un domaine, même si on est l'État, il y a des procédures à suivre. Et ces procédures-là n'ont pas été respectées dans cette situation. Alors, M. Togola Abdoul Salam, vous êtes habitant de ces zones-là, de cette zone. Vous continuez de vivre là-bas? Nous continuons de vivre parce que toutes les maisons n'ont pas été démolies. Il y a eu... Principalement pour vous, n'a pas été démoli? Et principalement pour moi, n'a pas été démoli. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Il y a eu plusieurs phases de démolition. Ouais. Au premier programme, ils avaient des dimensions. En programme, ils ont fait ces dimensions-là. Et après, il y a eu des cris, haute voix, que nous avons mis la plateforme en place. Nous avons touché qui des droits. Et là, c'est l'occasion pour moi de remercier le Haut Conseil islamique, notamment à travers la première Ils sont intervenus? Ils sont intervenus pour vraiment être intermédiaires entre le gouvernement. Et nous avons compris en ce moment que les plus hautes autorités n'étaient pas informées des réelles réalités de ce problème. Alors, qui était l'initiateur? Si les hautes autorités ne sont pas au courant, qui était l'initiateur? Est-ce que vous avez une idée? L'initiateur, c'était l'équipe technique du ministre Djonké Diarra, qui était au domaine actuel, en ce moment-là, et aussi la primature Mokhtar Wane. Et si nous devons indexer des gens qui sont les initiateurs de ce projet-là, ça s'appelle Djonké Diarra et Mokhtar Wane et leur équipe. Et nous savons quand même que les démarches que nous avons menées, la plateforme a été reçue au palais présidentiel par le chef de cabinet du président de la République. Après, nous avons été aussi auprès de certaines personnes
qui n'avaient pas toutes les informations que nous avons données. Nous avons envoyé des documents qui étaient avec nous. Par exemple, ceux qui disent que ces gens-là ont habité illicitement sur ces lieux-là, nous pensons qu'ils se trompent parce que les gens ont des documents légaux qui les permettent d'habiter les lieux. Donc en ce moment, l'État est fourni par le même État parce que dans la constitution malienne, ce sont les mairies du district, les mairies et les autorités locales qui sont censées attribuer les habitations. Et c'est eux qui ont attribué ces domaines-là. Et après, on ne peut pas venir dire à ces mêmes citoyens qui sont installés illicitement. Qui a raison? Les autorités locales ou les habitants? Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Fermacan qui retrace l'histoire dans son ensemble. Le 14 janvier dernier, il y avait eu démolition des habitations de la zone dite aéroportuaire. Nous en parlons dans cette émission avec M. Abdoul Salam Togola. Il est le secrétaire général de la plateforme des habitants de la zone dite aéroportuaire. Alors, nous poursuivons. À qui se fait marquant, en tout cas, à qui cette démolition profite-t-il? Peut-être que cette démolition profite aux initiateurs, notamment ceux qui étaient au gouvernement en ce moment. Ceux qui étaient aux affaires. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris qu'il y a des projets comme la CI, la CEMA qui sont derrière cette démolition-là. Nous avons appris, c'est les informations. Nous avons aussi appris qu'il y avait un projet de développement intégré par le gouvernement qui concernait ces localités-là. Et après, la preuve est sortie parce que nous avons vu des attributions. Il y a un domaine, il y a des parcelles qui ont été attribuées pour la construction des hôtels, notamment la FEMA Food, notamment des sièges de chômage. Beaucoup de choses, beaucoup de domaines actuellement sont en train d'être attribués à des grandes sociétés, à des puissants, des particuliers qui commencent à avoir des hectares sur ces zones-là. Donc, ce qui nous prouve que ce n'est pas un domaine de l'aéroport parce que le gouvernement malien ne peut pas attribuer un titre foncier sur un domaine de l'aéroport. Voilà, j'aimerais sortir un peu du cadre pour parler du foncier. À qui la terre appartient-elle au Mali? La terre appartient à qui? Aux collectivités territoriales ou à l'État? Je pense que la terre appartient à l'État et l'État charge. L'État lègue cette responsabilité-là aux collectivités. Les agents de collectivité sont l'État. Ils sont les représentants de l'État. Le maire, par exemple. Le maire, c'est l'État. C'est une autorité locale. Le sous-préfet, la préfecture, le préfet, par exemple. Il est le représentant de l'État, de la zone. Donc ce sont eux qui attribuent. Même le président de la République, vous verrez que dans ces documents de sa maison où il habite, sa résidence, vous verrez que c'est un maire ou c'est un préfet qui l'a signé. Donc ça veut dire que ce sont les autorités locales que l'État a chargées dans cette tâche d'attribution des habitations. C'est vrai, si pour construire une maison, des fois nous avons le permis de construire. Est-ce que les gens reçoivent vraiment ce permis de construire avant d'entamer leur construction pour habitation? Vous avez des documents légaux pour le terrain, mais est-ce que vous avez les gens reçoivent vraiment le permis de construire? La question du permis de construire est une question très cruciale dans ce pays-là. Rares sont dans le délai que les gens qui reçoivent le permis de construire. Mais il y a des gens dans cette zone dont leur maison a été démolie pendant qu'ils ont déjà le permis de construire dans leur maison. Nous avons toutes ces preuves-là. Donc je ne peux pas certifier ici que tous les habitants qui sont victimes avaient le permis de construction, mais je puis certifier qu'il y a des gens qui avaient leur permis de construire. Voilà, quelques mois après cette démolition, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Quel est l'état de ces lieux et quelles sont les perspectives peut-être? Nous sommes vraiment dans l'impatience et malheureusement, et c'est l'occasion de le dire, que nous avons été promis, il y a eu des promesses et jusqu'à aujourd'hui rien n'a été tenu par le gouvernement actuel. Promesses, c'est-à-dire, on vous a promis que les lieux seront reconstruits ou c'est quoi? C'est quoi les promesses? Après certaines démarches, nous avons vu que l'État avait reconnu les erreurs. Beaucoup de gens ont intervenu et l'erreur de l'État était vue, était visible. Donc plus jamais de démolition dans cette zone? Si l'erreur est complètement reconnue. Cette affirmation, nous ne l'avons pas. Plus jamais de démolition, nous ne l'avons pas. Mais l'erreur est reconnue parce que l'État n'est pas passé par les procédures qu'il faut pour démolir les maisons. Nous avons saisi les voies judiciaires, nous avons un avocat, nous avons saisi les huissiers pour faire le constat et tout ça. Et nous sommes aujourd'hui en phase de tribunal pour que les personnes qui ont été victimes illégalement et injustement de ces démolitions puissent être dans leurs droits. Nous avons rencontré aussi les membres du gouvernement, notamment le ministre actuel, avant même ce gouvernement-là, le gouvernement qui a fait la démolition, Dionké Diarra. Nous avons rencontré son cabinet. Et en ce moment, il était dit que nous allons avoir une table ronde pour discuter réellement de ce fait-là et voir comment ça pourrait être corrigé. Cela n'a pas eu lieu. Le gouvernement actuel, avant que le Premier ministre actuel ne soit Premier ministre, nous avons des gens victimes
de cette démolition ont fait des rencontres avec lui. Il était beaucoup informé de cette situation. Il a fait des rencontres. Vous avez remarqué que pendant qu'il était le porte-parole du M5, il n'a pas manqué d'écrire nous pour signaler ce fait-là, les démolitions de la zone aéroportuaire. Et après sa nomination, nous étions beaucoup soulagés parce que nous avons vu que quelqu'un est venu à la primature aujourd'hui qui était conscient déjà et qui nous a affirmé qu'il est conscient du mal que nous avons. Est-ce que sa nomination est égale à notre démolition ou bien plus de démolition? C'est ce qui est dans la tête des gens ou bien? Je ne peux pas affirmer cela, mais sa nomination pour nous était un espoir pour que ces gens-là puissent être dans leurs droits. Est-ce que cet espoir est toujours là? Cet espoir, nous sommes en train de perdre cet espoir parce que depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que des promesses. Nous avons fait 2 rencontres au ministère des Domaines et il n'y a eu que des promesses et ils nous ont promis de mettre une commission sur place qui va siéger, une commission d'enquête qui va siéger sur la question et qui fera des propositions et que l'État va mettre ses propositions en œuvre. Mais jusqu'à aujourd'hui, la mise en place de la commission même n'est pas effective. Est-ce que vous avez l'impression que des fois des enquêtes sont ouvertes mais qui ne sont jamais fermées ou nous n'avons jamais les résultats? J'ai l'impression, et nous avons peur que ce ne soit le même cas, que nous soyons juste dans les promesses et que rien ne soit fait. Bon, peut-être que l'actuel Premier ministre, il a beaucoup de chantiers, il reviendra forcément sur cette démolition et puis les indemnisations rapidement. On croise les doigts et on verra ce qui en sera. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général de cette plateforme. Quelles sont les actions que vous menez au jour d'aujourd'hui qui sont concrètes, que nous pouvons valablement évaluer? Avant que nous soyons là, nous avons compris qu'il faut vraiment sensibiliser. Nous avons communiqué pour prouver aux gens que ce qui s'est dit sur les canaux, les communications n'étaient pas la réalité. Parce qu'il était dit que nous sommes installés illicitement, que personne n'a un document qui lui permettant de s'installer là. Nous avons prouvé cela. Et il était dit aussi que nous sommes installés sur une zone de l'aéroport, le site de l'aéroport du Mali, l'aéroport international. Et nous avons prouvé que cela n'est pas réel. Donc voilà, aujourd'hui, même au sein de la population, les gens commencent à comprendre que ce qui était dit n'était pas vrai parce qu'il était dit que nous étions sur le domaine de l'aéroport. Nous avons prouvé que cela n'était pas réel. Deuxièmement, nous avons touché les chefs de village qui étaient là avant l'arrivée de l'aéroport, ceux-mêmes qui ont autorisé les autorités en ce moment de déplacer de l'aéroport de l'ACI 2000 à Sénou, ont témoigné. Ils ont dit que les limites qu'on les a montrées pour l'aéroport n'étaient pas ce qui se passe, n'étaient pas la limite d'aujourd'hui que l'État est en train d'exercer. C'est que nous voyons. Donc nous avons aussi tout fait pour qu'il y ait une synergie. Avant, il n'y avait pas cette synergie. En 1995, les victimes n'avaient pas de synergie. Aujourd'hui, toute cette zone, les 7 villages, les 11 villages concernés de la zone aéroportière est arrivé à se donner la main, notamment dans les chefferies. Nous avons des représentants des chefferies dans la plateforme que nous avons. Nous avons aussi les victimes. Nous avons les zones qui sont ciblées mais qui ne sont pas encore démolies. Tout le monde est représenté dans cette plateforme et ensemble, nous menons cette lutte-là pour que notre voix puisse porter haut. Voilà, pour que votre voix puisse porter haut. Mais est-ce que les habitants de cette zone ont toujours la peur ou bien ils vivent dans la quiétude, selon vous? Aujourd'hui, les habitants vivent dans la quiétude. Parce que nous savons que ce qui s'est passé n'est pas normal. Oui. Dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème. Mais ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé dans les règles de l'art. Un autre événement de ce genre, nous savons que ça va créer beaucoup de problèmes au Mali. Parce que les habitants ne sont pas disposés à se soumettre à une autre action de ce genre-là. Voilà. Aujourd'hui, comme nous le voyons déjà en fond de la télé qui est là, il y a démolition, c'est vrai, mais il n'y a pas construction. C'est vrai, il n'y a pas encore indemnisation, mais il n'y a pas encore construction. Effectivement. Où sont ces habitants dont les maisons ont été vues démolies? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont abandonnés à leur sort. D'autres vivent en plein air là-bas, vous pouvez vous rendre pour comprendre. D'autres vivent en plein air. D'autres ont eu des accompagnements de certains proches. D'autres ont pu se recaser eux-mêmes par leurs propres moyens. Mais ceux qui n'ont pas ces moyens-là sont abandonnés à leur sort. Et une autre chose qui est beaucoup marquante. Et nous avons remarqué aussi que dans ce dernier temps, sur ces mêmes sites, les maisons qui ont été démolies, des gens qui n'ont pas eu autre lieu où aller se recaser, sont assis dans la patience, en attendant que le gouvernement vienne les soulager. Et nous voyons que ce même terrain sont en train d'être attribués à d'autres personnes qui viennent avec des géomètres pour mesurer et attribuer leur domaine à d'autres personnes. Et cela crée un accrochage. Mais vous êtes là pour justement, pour que ça ne se passe plus. Mais vous voyez les géomètres en train de mesurer. Qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras, vous les regardez? Quand nous les voyons, généralement, nous interceptons tout ce qu'ils ont comme les documents. Généralement, nous ne les laissons pas faire. Nous leur disons de ne leur donner pas accès à mesurer. Pourtant, ils font ce qu'ils doivent faire et puis ils partent. Ils partent.
Maintenant, et dans ces quelques accrochages qui a eu lieu sur le terrain, nous avons compris, nous avons vu des documents avec eux. Mais ce qui nous perturbe un peu, c'est que généralement, les documents que nous prenons avec eux, quand nous essayons d'envoyer ces messages aux autorités, la réponse que nous avons, c'est qu'ils nous disent qu'ils ne sont pas au courant. Par exemple, on prend un document avec un géomètre qui vient pour attribuer un domaine à quelqu'un, et après on contacte le ministère, le département, et le ministre nous dit qu'il n'est pas au courant de ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être roublé des fois, d'être tourné en bourrique? Bien sûr, bien sûr. Qui dirige ces domaines? Qui dirige vraiment? C'est le ministère des Domaines et de l'Urbanisme. Et si lui n'est pas au courant, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est la même question que nous nous posons. Par exemple, si c'était des litiges entre des individus, entre les personnes de la société, notre voie de recours, c'était où? C'était l'État qui pouvait trancher, ou la justice. Aujourd'hui, nous avons utilisé toutes ces voies-là. Je viens de dire que nous avons un avocat. Nous avons pris des huissiers pour faire le constat. Nous avons constitué les documents. Et nous avons constitué un avocat qui nous défend aujourd'hui auprès de la justice. Et là, nous attendons ces résultats-là. Mais avant cela, nous pensions que l'État, après avoir reconnaître, allait envisager des solutions à la MIA pour soulager ces populations-là avant même qu'ils soient indemnisés. Et jusqu'à là, nous sommes dans l'attente et rien n'est fait. Ce qui fait aussi les difficultés sur ce terrain-là. Nous avons compris qu'aucune personne, aucune autorité ne se soucie de ces pauvres-là qui ont été victimes de cette démolition. Comment le saviez-vous? Nous le savons parce qu'aucune autorité ne s'est rendue sur les lieux juste pour les rendre visite ou savoir dans quelles conditions ils vivent. Peut-être qu'ils se préparent à mieux faire. S'ils ne se sont pas rendus, cela ne veut pas dire peut-être qu'ils n'ont pas la volonté d'y aller. Non, ils se préparent pour le faire. Peut-être qu'ils se préparent. Nous pensons qu'on n'a pas besoin de... Est-ce que vous les avez approchés? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? À chaque passage, à chaque réunion que nous avons eue au département, au ministère des Domaines, nous les avons dit de venir se rendre compte sur ce qui se passe sur le terrain. Mais ils ne l'ont jamais effectué. Ils ne l'ont jamais fait. Je prends l'exemple sur le cas du président du Haut Conseil islamique qui est venu avec une forte délégation pour venir visiter les lieux. Nous savons quel soulagement cela a fait ce jour-là à cette population-là. Mais il ne peut pas remplacer l'État. Il ne peut pas remplacer ceux-mêmes qui sont à la base des souffrances de ces populations-là. Donc normalement, s'il y avait d'autres personnes qui étaient à la base, c'était à l'État de venir soulager ces populations. Mais si c'est l'État même qui est à la cause de leur souffrance, qu'est-ce que l'État doit faire en ce moment? On n'a pas besoin de parler de ça. Ils devraient initier ça de eux-mêmes. Il y a des ministères qui sont là. Il y a des ministères, il y a des humanitaires et tout ça qui sont là. Il y a des actions sociales qui sont là tous. Et récemment, nous avons intercepté un groupe de géomètres qui voulaient aller mesurer certains domaines pour quelqu'un. Quand nous les avons interceptés, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, le directeur des domaines, l'ancien directeur qui vient d'être relevé, nous a dit que c'était une demande du ministre des Actions humanitaires, notamment l'imam Oumar Diarra, qui avait besoin d'un domaine pour une ONG qui va construire pour les orphelins et tout ça. Et il a attribué celui-là à ce ministre. Nous avons contacté ce ministre à travers certains portes qui nous a dit qu'il n'était même pas au courant. Est-ce que les religions ont plus de pouvoir que les politiques? Vous avez cette impression? Ça, je ne saurais le dire. Très bien. Ça, je ne saurais le dire. Nous avons contacté ce ministre Oumar Parce que c'est un imam qui est envoyé. L'imam n'est pas le ministre des Domaines. L'imam a juste fait une demande au ministère des Domaines pour qu'il puisse avoir un domaine où il y a une ONG ou bien des humanitaires qui veulent construire des localités pour des orphelins. Eh bien, lui, il n'a pas demandé précisément la zone aéroportuaire. Ça, c'est une bonne chose aussi. Construire un domaine pour les orphelins, c'est une bonne chose. Voilà où vous allez comprendre la mauvaise foi des agences des domaines. Et ce sont eux qui ont attribué les domaines qui ont été démolis tout récemment. Les gens ont été victimes de votre démolition et qu'ils attendent votre secours. Au lieu de venir les soulager, vous attribuez leur domaine pour d'autres personnes. Donc c'est pour dire que c'est eux qui sont à la base de tout ça. C'était juste un exemple pour vous dire qu'ils n'ont pas la volonté de soulager. Bon, on ne saurait le dire, mais... C'est mon impression. Voilà, c'est votre impression, je respecte ça. Mais on suppose qu'ils le feront tôt ou tard. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Si vous avez un mot de la fin. Le mot de la fin, je voulais remercier et encourager de plus les habitants de cette zone de la zone dite aéroportée pour leur courage, notamment les chefferies, les conseillers des chefs de village qui sont dans la plateforme, qui viennent chaque jour représenter les chefs de village dans la plateforme au cours des réunions, notamment les victimes qui sont dans l'espoir, qui placent leur espoir sur la plateforme. Je voulais aussi remercier aussi
les membres de la plateforme, à travers le coordinateur Abakar Sidiki Kanta et tous les membres de la plateforme pour le courage, parce que ce n'est pas facile. Oui. Souvent, nous avons l'impression que les gens pensent que c'est à nous de faire, c'est à nous de pousser pour qu'ils puissent être dans leurs droits, c'est à nous de faire ceci. D'autres sont souvent découragés qui pensent que la plateforme ne bouge pas, il faut bouger, il faut faire ça. D'autres pensent que vous êtes corrompus. Voilà, d'autres pensent que nous sommes corrompus, mais nous partageons les mêmes peines, parce qu'aujourd'hui, il faut être sur le lieu. Une petite histoire pour quelques secondes, moi, pour que je puisse être si engagé dans cette lutte-là, j'ai vu une mère pleurer. Oui. J'ai vu une mère pleurer et cela m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui explique ma motivation et mon engagement que les gens ont jugé à un moment donné d'extrême dans cette situation. J'ai vu une mère pleurer parce que son fils avait abandonné l'école et son fils était parti à l'Occident, abandonné l'école parce que la famille était pauvre et qui s'est débrouillé pour les envoyer de l'argent à construire une maison et qui était en location. Et dès que cette maison est finie, elle s'apprêtait à déménager avec son mari qui est à la retraite. Et le jeudi, elle déménageait le samedi, le jeudi, ils sont venus démolir la maison. J'ai vu cette maman à la nation, ils sont en train de m'expliquer et pleurer. J'ai vu une mère aussi qui a perdu son... Voilà ce qui m'a motivé. Je souhaitais que les autorités soient là pour écouter tout cela, pour être au courant de ce qui se passe là-bas. Voilà ma motivation, voilà pourquoi à chaque fois, je ne tarde de demander qu'ils viennent pour savoir ce qui s'est passé, pour être conscient de ce qu'ils ont fait. Je sais que ça allait les motiver comme nous. Alors, M. Abdoul Salam Togola, vous êtes secrétaire général de la plateforme des habitants de la zone dite aéroportuaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Je crois que vous êtes disponible pour d'autres éventualités. Effectivement, je suis disponible. Je vous remercie pour l'occasion. À travers vous, peut-être que les gens sauront qu'il y a des victimes qui sont là, qui attendent leur secours. Nous sommes des chiens de garde. Merci. Voilà, pour alerter. Merci. Alors, mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Djoliba TV News. À la semaine prochaine pour d'autres numéros de Fermacan. D'ici là, prenez soin de vous.